Coin social, votre émission d'intérêt social et juridique, mesdames et messieurs, merci de nous choisir encore sur la télévision. Emirem, votre rendez-vous hebdomadaire plonge cet après-midi essentiellement sur la question des droits des enfants. Qui parle des droits des enfants parle bien évidemment de la défense de ces droits. Et cet après-midi, nos invités sont avec nous à ce plateau. J'aimerais vous les présenter et très rapidement à ma gauche, nous avons Monsieur Larry Lakonam. Monsieur Larry, bonsoir et merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'ONG Survie et Développement Suite. Effectivement. Merci d'être là. Nous avons également Maître Kanlok Samuel. Vous êtes avocat au barreau du Togo. Maître, bonsoir et merci d'être à ce plateau aussi avec nous. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous les éditeurs de la télévision Emirem. Merci. À l'extrême droite, nous avons Monsieur Porporti, voilà, Porporti Alex. C'est bien ça, hein? Je n'ai pas trop massacré le nom. Porporti Alex. Vous êtes juriste, vous êtes également collaborateur de Monsieur Kanlok. Merci aussi d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir, merci à vous. Essentiellement cet après-midi, eh bien, Monsieur Larry, nous allons déchiqueter tant soit peu le projet de participation communautaire dans la prévention d'ailleurs des violences sexuelles et sexistes dans 4 villages dans la préfecture de Vaud et Lac à travers donc les dispositifs communautaires que votre ONG se donne la charge de piloter depuis un moment. Quand nous parlons de la préfecture de Vaud et des Lacs, nous sommes au Togo. Eh bien, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce projet? Qu'est-ce que cela vise essentiellement? Ok, d'abord, le projet est intitulé donc la prévention communautaire des violences sexuelles et sexistes, en l'occurrence des grossesses précoces, les mariages précoces et forcés des jeunes filles de 12 à 17 ans dans 4 villages des préfectures de Vaud et Lac. 4 villages, il s'agit donc des villages de Zoti-Glopé, des villages de Vaud à Tigoué et Kossidame, le village de Tigoué Toka et le village de Mélidomé. Et dans ces 4 villages, donc, il y a 3 villages qui relèvent de la préfecture de Vaud. Et puis le seul village qui relève de la préfecture de Lac, c'est Mélidomé. Donc, en quoi consiste donc ce projet? Dans ces villages, il est relevé que les jeunes filles de 12 à 17 ans tombent précocement enceintes et n'arrivent pas à finir leur cursus du premier degré, ce qui les compromet vraiment leur éducation et leur développement. Et l'organisation canadienne, le Fonds canadien d'initiative locale, a donc initié un projet dont notre organisation a été financée pour prévenir donc ces grossesses précoces des filles dans ces localités. Donc il s'agit essentiellement de renforcer les dispositifs communautaires, notamment les commissions de protection des enfants qui sont dans ces localités, pour que ces commissions puissent être la cheville ouvrière en matière de prévention de ces fléaux au niveau des filles. Faire en sorte que ces filles ne tombent plus enceintes, faire en sorte que ces filles ne soient plus forcées à se marier et qu'elles continuent leur cursus scolaire et réussir demain. C'est ça l'objectif global du Pourquoi projet. vouloir jouer sur les communautés à la base? Pourquoi vouloir jouer sur les communautés à la base? D'abord, le problème est au sein de la communauté. Ça veut dire que pour résoudre le mal, il faut repartir au niveau de la communauté. Alors, c'est pourquoi ces communautés, nous avons appelé ce que nous appelons les pratiques endogènes de protection des enfants, qui sont des pratiques sur lesquelles ces communautés peuvent s'appuyer pour faire la prévention. Un élément important ou un problème que nous avons relevé, c'est le manque d'accès à l'information par rapport aux violences sexuelles, aux grossesses précoces et autres au niveau de ces communautés. Alors qu'au même moment, nous avons des pratiques endogènes, des pratiques sur lesquelles les communautés peuvent s'appuyer pour prévenir ces fléaux au sein de la communauté. C'est pourquoi, dans ces communautés, nous avons misé sur les acteurs communautaires. Dans ces villas, nous avons les commissions de protection de l'enfant, nous avons la chefferie, nous avons d'autres organisations à base communautaire sur lesquelles nous appuyons pour mener les actions de prévention. Et donc, essentiellement, je vais repartir un peu sur le profil de votre ONG Suite, c'est bien ça, hein? Suite, voilà. Survie et développement.
quelles sont les différentes actions que vous menez sur le terrain, outre la protection de l'enfant? En fait, survie et développement est essentiellement dans la protection de l'enfant. Maintenant, en matière de stratégie, nous prenons en charge les enfants victimes de violences, d'exploitation, et à travers des familles d'accueil. Donc, nous avons au niveau du Togo un réseau de 25 familles d'accueil qui ont été accréditées par un comité national d'accréditation issu du ministère de l'Action sociale. Et ces familles ont été renforcées dans leur capacité et qui accueillent depuis 7 ans des enfants. Donc, depuis 7 ans, le réseau de 25 familles d'accueil a accueilli environ 590 enfants victimes de maltraitance et d'abus. Et pourquoi les familles d'accueil? Parce que pour nous, au niveau du Sud, nous pensons que l'enfant, en traversant les difficultés, sa place est avant tout dans la famille. Mais il arrive que sa famille ne peut pas le protéger, alors nous pouvons nous appuyer sur les familles volontaires qui se sont données pour accueillir ces enfants. Parce qu'en restant dans le cadre familial, on pense qu'il peut mieux développer toutes ces potentialités. Ce qui s'oppose à l'institutionnel. Nous, on privilégie plus les familles d'accueil que mettre l'enfant dans une institution, dans un orphelinat. C'est cela. Merci. Eh bien, je reviendrai forcément à vous. Alors, maître Kanlok, est-ce que le Togo dispose aujourd'hui d'un cadre juridique et visant véritablement à protéger l'enfant, qui parle d'enfants, parle de droits des enfants et autres? Est-ce qu'il y a un cadre juridique approprié? Oui, merci beaucoup. Effectivement, le Togo a voté le Code de l'enfant qui constitue le cadre juridique essentiel dans la protection et le développement de l'enfant. Puisqu'au départ, c'était le Code des personnes et de la famille de 1980 qui régissait la question. Mais on s'est rendu compte qu'avec les difficultés rencontrées sur le terrain, notamment celles citées par M. Larrey de l'ONG Sud, que le Code des personnes de la famille n'était plus suffisant pour embrasser et protéger de façon efficace et efficiente les difficultés rencontrées par les enfants. Pour cela, le Togo s'est doté du Code de l'enfant. C'est ça, le Code de l'enfant. Qu'est-ce qu'on entend par le Code de l'enfant, si vous voulez bien nous faire cette pédagogie? Merci. Le Code de l'enfant, c'est l'ensemble des règles juridiques qui visent à protéger et à promouvoir le développement de l'enfant. Et l'enfant, au sens du Code de l'enfant, est toute personne, tout être humain âgé de moins de 18 ans. En d'autres termes, pour être appelé un enfant, il faut être âgé de 0 à 17 ans. 0 à 17 ans, on est un enfant. Oui. D'accord. Alors, quiconque est dans cette tranche d'âge est considéré comme un enfant. Peu importe sa présentation morphologique. Peu importe sa présentation morphologique, il est appelé un enfant. C'est cela. Alors, monsieur Alex, permettez que j'aille par le petit nom parce que le grand nom me pose un peu de problème. Alors, on parle de droits des enfants. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu précise de ce qu'on entend par droit? Droit des enfants, tout le monde en chante, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Ok, merci. Par droit de l'enfant, il faut entendre au sens du Code de l'enfant certaines prérogatives qui sont reconnues à tout être humain en deçà de l'âge de 18 ans. Par exemple, l'enfant a le droit au nom, il a le droit d'avoir une famille, le droit d'avoir une nationalité, le droit d'avoir un domicile. Donc c'est essentiellement ces droits-là qui visent à promouvoir l'enfant et à le protéger. Alors, l'enfant qui a un droit, on ne parle pas de droit sans devoir. Oui, tout à fait. Alors, quand on défend le droit, est-ce qu'on défend aussi les devoirs de l'enfant? Naturellement, il n'y a pas de droit sans devoir. C'est cela. Mais nous disons que le Code de l'enfant vise essentiellement les droits de l'enfant. La protection de ses droits. À protéger l'enfant et à promouvoir ses droits. Ce qui veut dire que dès lors que ces droits sont violés, cela appelle des sanctions qui sont contenues également dans le même code. Alors, Toudroy, et qu'est-ce que le Code de l'enfant prévoit en cas de viol? Voilà, merci. Ou alors de violation, j'allais dire. Ok. Le Code de l'enfant prévoit des peines applicables aux auteurs de viol, de violence au sens général. Des peines qui vont de 5 à 10 ans et parfois même de la réclusion
criminelle, c'est-à-dire à partir de 10 à 20 ans. C'est cela. Donc ça dépend de l'infraction qui a été commise et par rapport à cette infraction-là, on retrouve la sanction applicable. C'est cela. Alors, Maître Kanlok, ma question va un peu plus sur un plan un peu plus large, parce que nous émettons d'un pays africain qui couvre beaucoup de pays africains aussi, l'Occident et l'Europe. Est-ce que dans les États africains aujourd'hui, le droit de l'enfant est vraiment mis en premier lieu et respecté, protégé, quand toutes les ONG, toutes les associations luttent pour protéger ce droit? Mais est-ce que nos États véritablement défendent eux-mêmes ce droit? Oui, merci. Il faut reconnaître que nos États ont fait d'énormes progrès en ce qui concerne la protection des enfants. Parce que de par le passé, on a senti que c'était des êtres faibles et qui avaient besoin d'être protégés. D'où la nécessité de mettre en place un arsenal juridique pour les protéger. Et c'est ce que M. Poporti, Alex, vient d'expliquer. En cas de violation de cet arsenal juridique, le même arsenal prévoit des sanctions qui sont applicables. Et même en renfort, le code pénal vient à l'appui. Le code pénal qui s'applique à des personnes majeures, naturellement, c'est-à-dire au-delà de 18 ans. Le code pénal vient en renfort, vient appuyer les sanctions prévues par le code de l'enfant. Et aujourd'hui, il est demandé à toute personne ayant connaissance des sévices, des violences physiques, des violences morales exercées sur un enfant, de les dénoncer. Et nous avons vu à plusieurs reprises l'ONG suite, d'autres ONG même, l'ONG catholique pour la protection de l'enfance, etc. Intervenir en justice pour attirer l'attention des autorités judiciaires, policières, sur des sévices, sur des violences dont des enfants font l'objet. Et d'ailleurs, la non-scolarisation de son enfant est une infraction également au code de l'enfant, parce que parmi les droits de l'enfant, l'enfant a droit également à l'éducation. L'enfant a droit à hériter de ses parents. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un parent qui décède des enfants mineurs, si vous avez connaissance que des oncles, des tantes veulent spolier ces enfants-là de leurs droits, vous pouvez les dénoncer auprès des autorités, parce que ces enfants ne sont pas moins des êtres humains. Même l'enfant qui est simplement conçu. C'est pas toujours évident qu'on s'introduise comme ça dans une famille et commencer par dénoncer les membres de la famille, d'autant plus qu'on vous posera la question, l'enfant vous appartenait? Oui, ce n'est pas facile en Afrique de s'introduire dans une famille. Mais la dénonciation n'est pas synonyme d'introduction, d'immixtion dans une famille. Voilà. Vous signalez tout simplement auprès des autorités policières et il leur appartient à ce moment de faire des enquêtes. Et j'avoue que depuis un moment, nos pays ont fait des progrès relativement à la protection des enfants. Ensemble avec les ONG, les associations, la justice et la police, nos pays ont fait des progrès. Très bien. Alors, Monsieur Larrey, je reviens à vous. Nous parlons de ce projet participation communautaire dans la prévention des violences sexuelles et sexistes. Qu'est-ce que vous mettez dans la violence, d'abord? Ok, en fait, dans la violence, qu'est-ce que nous mettons? D'abord, la violence, c'est tout acte exercé, tout acte de violence exercé sur un individu, un enfant, etc., en vue d'obtenir quelque chose de lui, ou bien de lui faire mal. Donc, ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être sexuel, etc. Donc, dès que c'est exercé dans l'objectif de faire mal, de faire mal à l'enfant ou de faire mal à l'individu, il y a violence. Mais j'allais d'abord, avant que vous allez répondre à une de vos questions, par rapport aux questions de dénonciation. Tout à fait, oui. Et au niveau des dénonciations, nous avons au niveau du Togo la ligne verte qui est à l'Otis 11 que le ministère de l'Action sociale a mis en place. Et c'est une ligne qui est accessible sur l'ensemble du territoire. Toute personne ayant connaissance... Je rappelle que c'est un progrès, cette ligne n'existait pas avant. Voilà, toute personne ayant connaissance d'une situation de violation des droits de l'enfant peut signaler, appeler gratuitement cette ligne et dénoncer le cas, et les services sociaux vont intervenir à la minute. Et par rapport au projet dans lequel nous sommes en train, le projet que nous sommes en train d'exécuter au niveau communautaire également, les cas de violence sexuelle, sexiste ou les grossesses sont également dénoncés. Mais là-bas,
il y a un dispositif communautaire que nous avons mis en place. Ce sont des caisses communautaires de dénonciation anonyme des cas. Et ces caisses-là sont directement gérées par les commissions de protection de l'enfant. Alors, comment ça se passe? Un enfant qui est victime de violence au sein de la communauté, première des choses, c'est qu'il a pris confiance en lui-même, il peut en parler à ses parents. S'il ne veut pas parler à ses parents, il peut aller vers les acteurs communautaires, que sont les commissions de protection ou la chefferie. Et s'il ne veut pas aller vers ces différents acteurs, il y a la possibilité maintenant d'écrire sa situation et de mettre dans cette caisse-là que nous appelons caisse communautaire de dénonciation anonyme. Et là, chaque semaine, les membres de la commission viennent dépouiller cette caisse et voir les informations qui sont dedans et les traiter en relation avec l'action sociale de la localité. C'est cela. Eh bien, depuis combien de temps est-ce le projet En fait, le projet a démarré le début octobre 2018 et prend fin le 28 février 2019. Aujourd'hui, quel est le bilan mi-parcours? Voilà, c'est un bilan mi-parcours, c'est un bilan global, parce que c'est fin février. En fait, le projet avait quand même visé à atteindre 30 enfants victimes et 10 enfants vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes à 69 enfants, dont... Au-delà des attentes. Au-delà des attentes, dont 38 victimes, et le reste sont des enfants vulnérables. Et quels sont les différents paquets de services que ces enfants reçoivent? D'abord, ces enfants reçoivent une prise en charge psychologique, un accompagnement psychologique, parce qu'ils sont vraiment abîmés psychologiquement. Et donc, il y a un appui psychologique. Il y a un appui juridique que le cabinet Maître Kanlok accompagne, assure par rapport à ces filles. Et ensuite, il y a la prise en charge médicale par rapport à celles qui sont tombées enceintes ou qui ont des infections. Et il y a la prise en charge éducative, l'appui scolaire ou l'appui à la mise en apprentissage. Celles qui ne peuvent plus aller à l'école, on les accompagne vers une formation professionnelle. C'est cela. Alors, Maître Kanlok, dites-moi, quelle est la définition juridique que vous donnez à la violence faite aux enfants, aux filles en particulier, parce que le projet cible essentiellement les jeunes filles. Oui, merci beaucoup. La violence juridiquement est définie comme toute contrainte physique ou morale exercée sur une personne pour en vue d'obtenir de cette personne de faire quelque chose ou de remettre quelque chose. En d'autres termes, la violence peut se situer à deux niveaux. Ça peut être physique, c'est-à-dire des coups de poing, ça peut être... en tout cas, vous voyez tout ce que j'entends par violence physique. Et la violence peut être une contrainte morale. On peut vous dire que si vous ne faites pas ceci, voilà ce qui va vous arriver. On peut tuer votre mère, on peut tuer votre père, on peut tuer votre frère. Bon, l'enfant, puisque nous sommes dans le cadre des enfants, l'enfant naturellement qui aime sa famille a peur et est obligé de se laisser faire. Donc voilà ce que juridiquement nous entendons par la violence. Voilà. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut commettre une violence sur l'enfant qui ne puisse pas forcément laisser des séquelles? Oui. On peut commettre toute violence exercée sur une personne, même majeure, laisse des séquelles. C'est pour ça qu'on parle de violence physique ou morale. La violence physique même peut laisser des séquelles morales sur l'enfant. Et de même, la violence physique peut laisser des séquelles morales ou même corporelles. Parce qu'il y a des châtiments corporels. Et n'oublions pas, le viol, par exemple, est une sorte de violence, parce que le viol est défini comme le fait d'entretenir des relations sexuelles par fraude, par menace ou par contrainte avec une personne. Or, par principe, nous savons qu'un enfant ne peut pas donner consentement à un acte sexuel. C'est pour ça d'ailleurs que le Code des personnes de la famille prévoit qu'avant 18 ans, aucun être, l'homme ou la femme, ne peuvent contracter mariage. Et au cas où il est nécessaire de contracter mariage avant 18 ans, il faut une dispense du juge pour des motifs graves. Vous voyez. Donc, dans ces conditions, un enfant qui ne peut donner son consentement à un acte sexuel, parce que ne sachant même pas ce que c'est qu'un acte sexuel, on l'oblige à le faire, ça peut laisser des traces, notamment psychologiques, sur l'enfant. Parce que ça a des conséquences désastreuses. Sur la personne de l'enfant. C'est pour ça qu'il est nécessaire de les protéger et de sanctionner les auteurs de ces actes-là, puisqu'ils peuvent détruire toute une vie. C'est cela. Nous allons quand même revenir sur les conséquences de la violence sexuelle. Voilà. Monsieur Larrey, durant l'exécution du projet,
Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu précise sur le cas des violences sexuelles que vous avez enregistrées et quelle a été l'issue donnée au processus? Ok. Durant l'exécution, nous avons eu plusieurs types. Quand on parle de violence sexuelle, c'est plusieurs cas. Nous avons eu des cas de violence sexuelle, des cas d'attouchement, et ces filles se sont plaintes à notre niveau. Et nous avons relevé ces cas au niveau du cabinet et ils ont pu instruire les dossiers et les auteurs ont été sanctionnés. Et on a eu aussi un autre cas de mariage forcé. Et grâce à l'alerte... Une petite parenthèse, Monsieur Larrey, oui. Généralement, d'aucuns estiment que les auteurs de ces violences sexuelles sont souvent des gens de bras longs. Je ne sais pas si le maître va me le démentir. Et généralement, ces dossiers sont étouffés. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Exactement. C'est le cas que je vais relater, c'est un peu ça, quoi. C'est un cas dont le monsieur, il a beaucoup de moyens. Et par rapport à sa finance, c'est-à-dire sa statut d'homme riche, il a influencé la famille. Voilà. Et a déscolarisé la fille, enfermé même la fille pendant des jours dans la chambre et vouloir, pour passer, c'est-à-dire abuser sexuellement de cette fille-là. Mais contre son consentement. Et cette fille, grâce aux alertes, la communauté s'est mobilisée et ont dénoncé le cas. Et c'est là où nous nous sommes saisis et nous avons remonté le dossier au niveau du cabinet qui a géré le dossier jusqu'au bout. C'est pour dire quoi? Déjà, la statue d'homme riche, c'est que d'abord, il avait une influence sur la famille parce qu'il minimisait cette famille. Et comme quoi, d'ailleurs, même s'il y a un procès en justice, bon, lui, il a déjà les connaissances des avocats, etc. Oubliant que la loi est impersonnelle. La loi ne tient pas compte des moyens et autres. Mais c'est comme ça que dans la communauté, les gens voient. C'est pourquoi le projet a voulu vraiment démystifier cela. A voulu ouvrir pour dire que tout le monde, ces filles-là ont droit à une justice équitable. Et que personne ne peut, par rapport à ses moyens, par rapport à ses relations, ne peut influencer une justice. C'est pourquoi le projet a tout fait quand même pour que cette fille-là rentre dans ses droits, qu'elle puisse avoir vraiment une justice équitable. Ce qui a donné un exemple aux autres. C'est cela. Alors, Maître Kanlok, il ne vous est jamais arrivé d'avoir la chair de poule devant les billets de banque pour étouffer un dossier pareil, parce que généralement, il faut s'appuyer sur l'appareil juridique pour passer l'éponge et que ça passe comme une lettre à la poste. Merci. C'est pas toujours évident. Vous savez, il faut sérier les faits pour mieux comprendre ce qui se passe. Il y a des cas où les violences sexuelles ne sont pas exercées uniquement que par des hommes riches ou des hommes ayant un statut social donné. On a des violences sexuelles exercées par de petits apprentis, par exemple maçons, menuisiers, sur de petits enfants, etc. Il y a même des dossiers qui sont passés. Ici, nous sommes dans le cadre d'influence. Donc maintenant, dans le cadre de l'influence, généralement, c'est des mariages précoces. C'est des mariages précoces, c'est des gens qui ont des moyens vis-à-vis de la famille de l'enfant et qui veulent prendre l'enfant en mariage et donc qui font usage de leurs moyens. Bon, parfois, la maman s'oppose, mais le papa, se voyant dans l'incapacité de subvenir aux besoins scolaires et autres de l'enfant, préfère donner sa fille. C'est de la marchandise. Donc, comme une marchandise à ce monsieur-là. Et dans ces conditions, parfois c'est difficile d'intervenir parce que le tissu social risque de se déchirer. Mais tout compte fait, on essaie de faire comprendre à ces gens-là, ces gens de comportement date d'un autre siècle. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Il y a des comportements qu'on ne peut plus adopter. Et grâce à Dieu, ça diminue. Ça diminue parce que on ne voit plus les mêmes choses comme auparavant. Aujourd'hui, la plupart des cas qu'on nous a signalés, c'est juste des conseils, des avis qu'on a donnés. Les gens ont compris et les situations se sont réglées par elles-mêmes. C'est cela. Et vous n'êtes jamais arrivé d'avoir des menaces en étant sur des dossiers brûlants de viol? Non, je l'avoue. Vous savez, ça dépend de
du statut de chaque avocat. Il y a des gens qui reculent devant des menaces, il y a des gens qui ne reculent pas. Mais ce que vous devez savoir, dans notre profession, on va comme à la guerre, donc l'adversaire ne se laissera pas faire. Donc il ne faut pas vous laisser faire non plus. Monsieur et maître Canloc ne recule pas généralement. Oui, on ne recule pas. Merci. Alors, monsieur Alès, eh bien, ces violences sexuelles qui se commettent souvent entre, je ne dirais pas, entre générations, ici ce n'est pas un homme placé qui commet l'acte, mais de petits apprentis, comme le dirait tantôt maître. Comment arrivez-vous à gérer souvent ces cas, d'autant plus que c'est, je vais dire, c'est une figure de vulnérabilité, hein? Oui. Merci. En tout cas, pour ces genres de violences qui se commettent entre personnes de la même tranche d'âge, le code même dit que dès lors qu'il n'y a pas une différence de 5 ans d'âge entre les deux personnes, cela ne constitue pas encore une infraction. Donc, dans ce cas-là, généralement, on procède par conseil, conciliation, etc., pour éviter que cela ne prenne une autre tournure. Voilà. Ok. Alors, nous parlons de violences sexuelles et sexistes. Deux terminologies à comprendre. Hein. Faites-nous cette pédagogie. Ok, merci. D'abord, par violence sexuelle, il faut entendre, comme l'avait déjà défini Maître Canloc, toute contrainte ou toute fraude effectuée en vue d'imposer des relations sexuelles à une personne. C'est-à-dire que ça peut être du sexe masculin ou du sexe féminin, dès lors qu'il s'agit d'une contrainte exercée sur cette personne en vue de la déterminer à consentir à l'acte sexuel. Maintenant, relativement à la violence sexiste, il faut dire qu'il s'agit d'une violence basée sur le genre. Voilà. C'est-à-dire, naturellement, c'est plus sur le genre féminin. C'est pour cette raison qu'on parle de violence sexiste qui est basée sur le sexe et qui s'entend d'une discrimination en considération du sexe de la personne. Alors, Maître Canloc, quelques exemples de violence sexiste. Et les exemples les plus faciles de violence sexiste, c'est le fait d'opérer des attouchements sur les petites filles. Vous voyez, c'est le fait d'opérer, parce que les petites filles sont plus exposées à des attouchements du simple fait de leur sexe, contrairement aux jeunes garçons. Et les attouchements, c'est quoi? C'est le fait de palper les seins, les fesses et autres de l'enfant. C'est cela. Est-ce que généralement nos enfants, ou bien alors le milieu que nous exploitons aujourd'hui, est-ce que les enfants arrivent à faire cette différence ou alors à identifier que c'est effectivement une violence sexiste qui est commise sur moi, ou c'est juste des cajolages, des attouchements simples, affectueux de la part d'un homme ou alors de la part d'un parent? Oui, aujourd'hui, nous devons reconnaître que les enfants deviennent de plus en plus intelligents. La race humaine évolue. Et pas comme hier, les enfants arrivent à distinguer le mal du bien, contrairement aux enfants d'hier que nous sommes. Vous voyez. Donc, nous, on a rencontré des cas où des enfants savent que c'est des attouchements. Ils commencent pas à pleurer déjà. Rentrent à la maison, mais papa, tel m'a touché ici, tel m'a touché là. Donc, l'enfant arrive à distinguer qu'il s'agit d'une violence sexiste. Ouais, et que ce ne sont pas des cajolements, parce que les cajolements, il faut avoir un lien familial donné avant Et généralement, ça se passe devant les parents, pas en cachette. Parce que quand vous amenez déjà une fille de 5 ans, une fille de 10 ans, dans un coin quelque part, vous commencez pas à palper les seins, mais l'enfant va commencer par vous soupçonner. L'enfant sait que ça, ce n'est pas des cajolements, mais c'est que vous êtes en train de chercher autre chose. Même s'il ne comprend pas le sens profond de ce que vous voulez, mais c'est comme ça que ça commence. L'enfant rentre à la maison et dit à ses parents, mais voilà, tel m'a fait ça, tel m'a fait ci. Et c'est comme ça que les affaires démarrent généralement. C'est cela. Alors, M. Larrey, est-ce qu'au cours de l'exécution de votre projet, vous avez eu vent de ces violences sexistes que certains enfants sont venus vous apporter? Oui, nous avons eu de ces cas-là. Je prends toujours l'exemple de ces mariages forcés dans ces localités. C'est-à-dire que c'est quoi déjà? Le monsieur, il arrive par des ruses, avoir des relations sexuelles avec la jeune fille et l'enceinte. Et une fois que la jeune fille est enceinte, alors les parents se disent, bon, comme tu es tombée enceinte,
il faut tout faire pour rejoindre le domicile de ce monsieur. Et souvent, ce sont les émigamans, certains enseignants également. Alors, et la fille est forcée comme ça de rejoindre le foyer conjugal mineur, alors qu'elle n'est pas préparée pour vraiment aller au foyer. Ça, c'est une violence sexuelle et aussi sexiste. Et l'autre cas, où ça qu'on parle de cajolement, souvent c'est des gens qui sont dans des maisons de location et on dit, ah, cette fille-là, vraiment, elle est très gentille, la petite, quand elle va grandir, elle serait ma femme. Et puis ça commence comme ça, comme un jeu. Et quand il sort, il revient, il amène quelques biscuits et il donne à l'enfant. La maman pense que vraiment le monsieur, il est gentil. Et voilà, vers la fin, ce qui s'est passé, c'est quoi? Voilà, le soir, comme la maman n'a pas de télé dans sa chambre, la fille va voir la télé dans la chambre de ce monsieur et finalement, le monsieur a abusé sexuellement de cette fille-là. Vous voyez? Ça, c'est un cas réel que nous avons rencontré et géré. Donc, ce sont des violences vraiment sexistes basées sur le genre. Parce que déjà, la position même de la jeune fille ou de la communauté, on pense que c'est un être ou arriéré, c'est-à-dire qui est au dernier plan, qu'on peut abuser d'elle, on peut un être faible, un être faible. Donc les gens passent par toutes les ruses pour pouvoir avoir ces filles-là. Dans les localités, nous sommes souvent, pour certains, c'est pas les notes, c'est pas les notes, puisque l'enseignant, lui, c'est les notes, et pas les notes. Nous sommes dans le cadre scolaire, voilà. ça. Et pour d'autres, ce sont des émigrants. Au moins, on sait que du matin au soir, il va gagner quelque chose, il ramène un peu d'argent, et après, avec ça, il influence ces jeunes filles. Les petits 500. Et voilà. L'autre cas que nous avons vu, ce sont des jeunes qui sont partis en aventure en Côte d'Ivoire, au Nigeria, et qui reviennent généralement vers la fête de fin d'année, quand ils reviennent avec leurs petites économies, et ils influencent aussi ces jeunes filles et qui se laissent facilement emporter. Et les cas que nous avons eus, ce sont des grossesses enceintes par ces jeunes ou ces messieurs, et qui repartent. Et après, bon, aucun franc, la fille est laissée à elle seule, avec sa grossesse, avec tous les risques liés à cette grossesse jusqu'à l'accouchement. Et le projet a tout fait quand même pour sauver beaucoup de filles de cette situation. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez en compte et la maman prématurée, j'appelle maman prématurée parce qu'elle n'a pas encore 18 ans, et l'enfant jusqu'à un âge donné, qu'est-ce qui se fait? En fait, d'abord, les cas que nous avons, les filles sont enceintes et n'ont jamais bénéficié d'une consultation prénatale. Elles sont là. Donc le projet leur permet d'avoir la consultation prénatale, d'aller à l'hôpital, faire tout ce qui est examen. Ensuite, le projet leur permet, j'avoue que c'est un projet de 5 mois. C'est un projet de 5 mois. Et, très court. Oui, très court, mais le projet a permis, durant la période, jusqu'à l'accouchement. Le projet a pris en charge ces filles-là. Et tout ce qu'il faut, on le fait. Si la fille, elle abandonne les classes et qu'elle a envie de reprendre, on l'encourage à reprendre. Encouragement financier ou juste encouragement? D'abord, encouragement psychologique et social à reprendre, et également encouragement, si c'est en termes de frais scolaires et fournitures scolaires, nous accompagnons. Mais si elle elle ne peut pas reprendre les classes, et parce qu'elle a déjà 17 ans ou autre, elle se dit je ne peux pas encore retourner à l'école avec cette grossesse, et qu'elle veut s'orienter vers une formation professionnelle, nous lui signons un contrat, nous payons tout, et nous l'accompagnons également à ce niveau. Alors pour une fille vulnérable ou alors une fille victime de ces violences sexuelles que vous avez commencé déjà par accompagner, et voilà que le projet qui arrive à terme après 5 mois pour un apprentissage qui dure par exemple 2 ans, voilà. Qu'est-ce qui se fait? Ok. Et le projet, en fait, nous avons développé un partenariat avec les services institutionnels qui sont dans les localités, et surtout l'action sociale, qui aussi dans leur planification ont certains axes pareils. Donc ils peuvent continuer par faire le suivi, etc. Également, par rapport à suite, nous avons également des axes d'insertion où nous pouvons appuyer, même après les 5 mois, nous pouvons continuer par suivre ces enfants durant la période pour qu'elles puissent terminer leur formation professionnelle.
Donc, il y a un réseau d'acteurs qui est tissé autour de ces filles-là, et pour ne pas qu'elles retombent dans des situations, quoi. C'est Voilà. cela. Alors, Maître Canlock, je voudrais savoir le cas signalé tout à l'heure où un homme d'un âge disproportionnel à celui de la fille, l'enceinte, et par après, par les arrangements, les parents poussent cette jeune fille à aller rejoindre son mari, en fait, rejoindre le foyer. Et si vous êtes touché par après par ce cas et vous voulez intervenir, qu'on vous dise que c'est finalement un consentement dans cette situation, qu'est-ce que vous faites? Oui, vous êtes impuissant et vous êtes en colère parce que tout le monde sait qu'il s'agit d'un viol. Mais puisque les parents ont consenti, Finalement, et curieusement, parfois, c'est eux-mêmes qui exercent la violence sur leur enfant. Parce que l'enfant ne veut pas rejoindre ce monsieur, on l'oblige à le rejoindre parce qu'on ne peut pas parler de foyer, on ne peut pas parler d'un couple, puisque l'enfant n'a pas encore l'âge requis pour se marier. Vous voyez, même si l'enfant avait l'âge requis pour se marier, on ne peut pas parler de foyer dès lors que l'enfant ne donne pas son consentement. Mais les parents même contraignent leurs enfants à rejoindre ces genres de foyer. Je me rappelle, il y a eu un cas où une fille est tombée enceinte comme ça. Bon, ce que Suite, avec notre appui, a pu faire, c'est d'amener l'auteur de la grossesse à reconnaître d'abord sa faute et maintenant assumer ses responsabilités, hein, pour que l'accouchement se fasse dans des conditions normales et que l'enfant qui est né soit bien suivi par, en tout cas, son père. Puisque quoi qu'on dise, il reste demeure son père. Mais aujourd'hui, juridiquement, quand vous avez des parents qui ne veulent pas porter plainte contre quelqu'un, X ou Y, qui a commis ces genres d'actes, vous ne pouvez rien faire en tant qu'avocat. Parce que l'avocat n'est pas une partie à un procès, l'avocat c'est un conseil. Et quand les gens ne veulent pas être assistés ou ne veulent pas actionner en justice, vous ne pouvez pas les obliger à le faire. Même si ça vous fait mal, vous ne pouvez pas. Vous pouvez même saisir, alerter les autorités, mais ça ne donnera rien. Donc parfois, devant ces genres de situations, on est obligé de concilier et de voir si la personne peut prendre en charge et peut assumer ses responsabilités. C'est cela. Merci. Alors, Monsieur Alex, est-ce qu'on a aujourd'hui cette culture, est-ce que je parlerai de dénonciation, cette culture de, oui, dénonciation, oui, de dire, oui, j'ai été, machin, de se plaindre, voilà. Ok, merci. Aujourd'hui, on ne peut pas dire quand même qu'il y a cette culture, parce qu'il y a toujours une réticence à dénoncer les auteurs de ces actes-là. Donc, c'est à travers le projet de l'association Sud et à travers les mécanismes mis en place que les habitants de ces villages-là arrivent quand même à dénoncer, parce qu'il y a une sorte d'anonymat qui accompagne cette dénonciation. Celui qui dénonce ne veut pas qu'on sache que c'est lui qui est en train de dénoncer, parce qu'il craint que par la suite, voilà, il y ait représailles, ou bien les gens se disent mais tel a osé dénoncer tel monsieur alors que etc. Donc on peut dire qu'avec le projet, cette peur-là, cette réticence à dénoncer est en train de disparaître petit à petit dans ces villages-là. Et puis pour abonder dans le même sens que M. Paporti Alex, je voulais dire que même les parents sont réticents à dénoncer. Et pourquoi ils sont réticents à dénoncer? Ils ont peur pour leur propre honneur. Ils ont peur d'assumer leurs propres responsabilités. Parce que quelque part, ils se disent, mais nous sommes coupables. Si on avait bien éduqué notre fille, si on entourait bien notre fille de tous les soins qu'il faut en tant que parent, elle ne sera pas exposée. Oui, elle ne sera pas exposée à cela. Parce que n'oubliez pas que d'autres parents ont démissionné. Des parents n'arrivent pas à scolariser leur enfant, n'arrivent pas à prendre en charge les besoins de l'enfant. Et l'enfant est exposé à ces prédateurs, entre guillemets, sexuels, qui rôdent dans nos rues et qui identifient facilement ces enfants faibles. Ces enfants faibles, ces enfants dans le besoin là, à qui on fait ça. Et on sait que les parents, comme vous l'avez dit en début d'émission, c'est une question de bras longs. Nous, on a les moyens. Si ça chauffe, ok, on va faire influence pour étouffer l'affaire. Et donc, voilà un peu la situation. Et il y a aussi un autre aspect. Lorsque quelqu'un est violé, la victime n'a pas toujours tendance à dénoncer. Parfois, il faut l'obliger à dénoncer. Parce qu'elle-même, elle se culpabilise. Elle se dit que sans ma faute, je n'aurais pas été violée. Ou si je dénonce et que la procédure
où la procédure prend une allure qu'on ne pourra plus maîtriser. Toutes mes camarades sauront que j'ai été violé, tous mes camarades à l'école sauront que j'ai été violé. Est-ce que je ne serai pas isolé par hasard? Est-ce que je ne serai pas exclu de mes groupes d'amusement, ou etc. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les ONG, les associations comme Sud et même l'État doivent faire davantage un travail de vulgarisation, d'éducation, pour que nous tous nous puissions comprendre qu'une fille, un mineur violé, n'est pas forcément l'auteur ou coupable de cette situation. C'est un prédateur sexuel qui a fait ça. Parce que même une fille peut s'exposer. Quand vous-même vous êtes responsable, vous comprenez que c'est une fille et qu'elle peut être votre fille. Est-ce que vous pouvez violer votre propre fille? Alors pourquoi violer les filles des autres? Mais c'est ça la question. Si vous ne pouvez pas le faire à votre enfant, ne pas le faire aussi à ceux des autres. Donc, ce n'est pas de leur responsabilité, mais les gens ont tendance, aussi bien les victimes que leurs parents, à se culpabiliser. Même d'autres enfants cachent le fait à leurs parents, et parfois c'est la maman qui découvre, mais c'est un peu tard, on n'a plus les preuves contre le monsieur, parce qu'entre-temps l'enfant s'est touché, on a caché, vous voyez. Donc, aujourd'hui, dire que la dénonciation est systématique, je dirais non. Non, il faut un travail de sensibilisation. Parce qu'il ne suffit pas de mettre en place une ligne verte pour dire que les dénonciations se font. Mais encore faut-il apprendre aux gens à dénoncer. Parce que nous sommes en Afrique où nous avons le poids de la tradition, nous avons le poids du tissu social, etc. Un peu le contour. Donc, il faut qu'on apprenne. Et c'est le lieu de saluer aussi ces gens d'émissions. Ces gens d'émissions qui permettent aux populations de comprendre la réalité, de voir les dangers auxquels nos enfants sont exposés. Merci. Alors, Monsieur Larrey, voilà, durant l'exécution de ce projet, outre l'accompagnement et l'aspect technique que vous avez développé de ce projet, est-ce que voilà, cette page d'éducation, de sensibilisation a été aussi vraiment un credo durant les 5 mois? Oui, effectivement. Le projet a mis en place beaucoup d'actions de prévention, notamment les sensibilisations de masse, c'est-à-dire on a fait des ateliers communautaires avec les leaders communautaires et religieux pour leur expliquer toute la question de violence sexuelle et sexiste, les grossesses, tout ce que ça implique. Ensuite, l'éducation familiale et parentale. Comment est-ce que la question de la sexualité doit être abordée au sein des familles? Parce qu'on a constaté que beaucoup de familles en faisaient un tabou. C'est la question de sexualité, ça ne discutait pas. Et quand il y a ces questions de grossesse et autres, ça s'arrange dans le cercle familial. Donc avec cette discussion et les sensibilisations, les formations même des jeunes filles et aussi des femmes sur la sexualité et autres, et le leadership féminin, tout ceci a permis aux parents de pouvoir avoir les langues déliées et commencer par discuter au sein du cercle familial. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, certaines filles qui étaient victimes, qui se cachaient, sont sorties de leur cachette pour venir vraiment parler de leurs problèmes, où le projet a pu les accompagner. Donc, c'est pour dire que l'éducation, la sensibilisation, ça a été vraiment un élément important. Nous avons fait des projections de films, aussi bien dans la communauté, dans les établissements scolaires. Nous avons fait des émissions radio, des émissions télévisées, comme nous sommes en train de le faire. Et tout ceci a permis aux gens de sortir, de comprendre que l'heure est grave, que ce flot, il ne sert à rien de rester dans son cercle familial et juste rester là sans parler de ça. Sinon, les problèmes vont venir de dehors et vous rattraper. Et aujourd'hui, nous sommes très contents que l'impact de ces sensibilisations au niveau de la communauté a permis aujourd'hui que des cas soient aussi dénoncés et des cas soient remontés sans peur et sans difficulté. C'est cela. Alors, Monsieur Alès, aujourd'hui, il s'agit d'éduquer la population à dénoncer ce mal qui, très longtemps, gangréné surtout les milieux scolaires. Aujourd'hui, quel mécanisme pensez-vous qu'on puisse mettre en place? Parce que le phénomène est beaucoup plus dans les milieux scolaires.
vu les statistiques qui sont sorties dernièrement, on en a vu dans certains établissements, on peut compter jusqu'à 70, 60 filles qui sont tombées grosses au cours de l'année, malheureusement. Alors, selon vous, sur l'aspect juridique, quel mécanisme pensez-vous qu'on puisse véritablement mettre en place pour y arriver? Ok, merci. Parlant de mécanismes sur le plan juridique, je pense quand même qu'avant de venir au mécanisme juridique, il faut d'abord créer peut-être des associations au sein de ces établissements-là qui seront parrainés par des ONG comme SUD. Et ces associations auront pour but de sensibiliser les jeunes filles par rapport à ce phénomène, à ce fléau, leur donner des conseils pour éviter d'être victimes de ces situations-là. Donc, toujours au niveau de ces associations, on pourra mettre en place, des comités qui se chargeront de remonter maintenant ces informations-là, les cas de viol, attouchement sexuel, etc., aux premiers responsables de ces associations. Ce n'est qu'à partir de ce moment que ces associations vont remonter ces faits aux autorités judiciaires ou peut-être approcher les avocats ou notre cabinet pour que nous puissions soit conseiller ou mener des actions judiciaires pour réprimer ces actes-là. Merci. Alors, monsieur Maître Kanlok, je vais peut-être vous sortir un peu de votre peau. On a comme impression aujourd'hui que ces associations, c'est un partage, hein, ces associations censées protéger les enfants en matière de violence sexuelle. Certaines de ces associations sont aussi généralement indexées parmi les coupables de ces faits. Comment vous l'expliquez? Merci Même beaucoup. sur le plan international et mondial, il y a des grosses associations qui sont ciblées dans ce cadre-là. Oui, vous savez, là où il y a le bien, le mal rôde toujours. Et dans ces genres d'associations, parfois on se rend compte que c'est des prédateurs sexuels qui s'y retrouvent. Et ces prédateurs n'hésitent pas à faire usage à abuser de leur propre qualité, d'acteurs de la protection sociale de l'enfance, etc., pour abuser sexuellement des enfants, pour opérer des attouchements sur les enfants. C'est pour ça que dans le corpus juridique, relativement à la protection des enfants, il y a des peines mineures qui sont prévues et des peines sévères qui sont aussi prévues. Monsieur Alex Poporti disait en début d'émission qu'il y a des peines de 5 à 10 ans et de 10 ans et plus. Il y a même des peines d'un mois ou d'un an à 5 ans. Mais ce dont on se rend compte, c'est que parfois, la sanction seule ne suffit pas. Oui. La répression seule ne suffit pas. Donc, il faut plus informer. Il faut plus faire comprendre les choses aux gens. Parce que dans ce pays, il y a eu une loi qui a été votée à l'époque du président Yadema, paix à son âme, qui prévoyait que tout enseignant, auteur de grossesse, ou en tout cas maître, auteur de grossesse sur une apprentie, une élève, devait faire la prison. Mais les gens essayaient de respecter, mais ça n'a jamais été respecté. Et aujourd'hui, comme vous le dites, on se rend compte que la plupart de ces genres de comportements se retrouvent en milieu scolaire. Et en milieu scolaire, en zone rurale. Oui, surtout. Et en zone rurale, où ces enseignants prédateurs là, profitent de la naïveté, de l'ignorance des populations rurales pour faire ça, parce qu'ils sont considérés comme des élites dans ces milieux-là. Et alors, on a peur de toucher à l'élite. Parce que quand vous voulez porter plainte, on vous dit, mais attention, vous savez que c'est l'enseignant. On n'a qu'un seul professeur de français, il va partir, vous allez rester comme ça. Vous allez faire ça, vous allez à la prison, vous allez faire comment? Donc, même les directeurs d'établissement, les chefs d'établissement, parfois les protègent. Et en les protégeant, qu'est-ce qu'on fait? On les encourage à continuer ces genres d'actions. Donc, c'est le lieu d'appeler chacun à ses responsabilités. S'il y a des mauvaises graines quelque part, pas forcément les sanctionner, mais les rappeler à l'ordre. Et au cas où ces gens continuent, il faut les sanctionner. Et les sanctionner durement pour que ça s'arrête. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais. C'est cela. Monsieur Larrey, est-ce que vous avez eu de bâton? Vous avez utilisé le bâton durant l'exécution de votre projet? Durant l'exécution, nous, on n'a pas utilisé le bâton. Je parle de bâton, la pression et alors la sanction rude, hein, en son terme. Et la pression, c'est-à-dire la sanction contre les auteurs. Oui, contre les auteurs, bien sûr. Mais pas contre les enfants. Parce que par rapport aux enfants, notre politique interne de sauvegarde de l'enfant interdit même à tous ceux qui sont
qui travaillent pour la protection de l'enfant d'exercer la violence sur les enfants qu'ils sont censés de protéger. Et si vous revenez également au niveau même national du Togo, vous allez constater qu'il y a depuis 2015, le gouvernement a fait un audit sur les structures d'accueil, les centres d'accueil. Et à la suite de l'audit, on a constaté qu'il y a un certain nombre de centres qui ne répondent pas aux normes standards applicables. Et ils ont pris la décision de fermer certains centres. Et aujourd'hui, certains centres sont fermés parce que la politique de sauvegarde n'était pas appliquée dans ces structures-là. Et donc, c'est tolérance zéro en matière de violence sur enfants par ceux-là qui sont censés de protéger les enfants. Maintenant, ceux qui sont les auteurs, mais il n'y a pas de cadeau vis-à-vis de ces auteurs. Il faut les sanctionner. C'est pourquoi le projet est arrivé. Dès que le projet est arrivé et que les cas ont commencé, les filles ont commencé par parler, dénoncer certains, ce qui se réglait dans le cercle familial, on leur a dit non, on ne peut pas régler les questions de violence et autres, dans le cercle familial. Il y a la loi qui a prévu une manière de régler ça. Il faut sortir et nous sommes là pour les accompagner. Le fait d'aller dénoncer, ce n'est pas dans l'intention de faire du mal à cette personne, mais c'est dans l'intention de trouver une solution à quelque chose qui se passe. Donc aujourd'hui, les langues sont déliées et je remercie les partenaires qui ont vraiment porté ce projet-là. En l'occurrence, le bailleur d'abord, qui est le Fonds canadien d'initiative locale, qui vraiment a pris la mesure des choses et a vraiment voulu investir dans la prévention des violences sexuelles et sexistes. Et également le cabinet et aussi l'action sociale dans ces préfectures, les chefs et les commissions de protection et les enseignants dans ces milieux-là qui ont beaucoup contribué à ce que nous puissions atteindre les résultats du projet. C'est cela. Merci. Alors, monsieur Porporti, j'y suis arrivé, Porporti Alex. Voilà. Dites-nous, aujourd'hui, on a comme impression que les sanctions sont proportionnelles à l'acte commis, c'est cela? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un exemple un peu plus précis? Lorsqu'on on commet de l'attouchement sur une fille, bon, ça fait 2 ans de prison. Lorsqu'on a une petite fille, ça fait telle année de prison. Alors, que prévoit la loi? D'accord, merci. Il faut dire qu'en termes de sanctions, il y a des fourchettes de peine à respecter. Quand nous prenons par exemple le code pénal qui réprime les infractions, notamment le viol, les violences, etc., dès lors que l'infraction est qualifiée de délit, il faut s'attendre à un minimum de 6 mois à 3 ans de prison. C'est-à-dire que s'il faut mettre l'auteur de cet acte-là en prison, la peine peut être de 6 mois et plus, mais ne doit pas dépasser 3 ans. Maintenant, s'il s'agit d'un viol en bonne et due forme, il s'agit d'un crime. Et à partir de ce moment, la peine c'est de 5 à 10, voire 20 ans. Donc, l'auteur de cet acte-là se verra situé dans cette fourchette-là, en fonction de la qualification de l'infraction qui a été commise. Voilà. Donc c'est pas le prisme du code pénal, Oui, puisque le code pénal vient appuyer ce que prévoit le code de l'enfant. Il est vrai que le code de l'enfant prévoit également des peines, mais ces peines se situent dans le même schéma que ce que prévoit le code pénal. Je ne sais pas si Maître Kanlok a quelque chose à ajouter. Oui, vous voyez, quand vous prenez le cas par exemple des attouchements, donc ce que nous appelons la pédophilie, il y a les attouchements, il y a les pénétrations. Quand nous prenons ces genres de cas, la peine minimale c'est 5 ans. Le maximum c'est 10 ans. Vous voyez. Attouchement simple, Oui, c'est la pédophilie puisque c'est des jeunes enfants. Et n'oubliez pas que les attouchements peuvent être faits sur des personnes âgées. Sur des personnes âgées. Donc quand c'est sur un enfant, l'enfant étant protégé, il faut que la peine soit lourde pour décourager les futurs auteurs de ces genres d'actes. C'est cela. Oui. C'est cela. Alors, monsieur Larrey, généralement, est-ce que vous avez réussi à identifier un peu les causes de ces violences sexuelles et sexistes dans la communauté? Ok. En tout cas, il y a toute une panoplie de causes, dont d'abord le manque d'information.
le manque d'informations sur les questions de violence sexuelle et sexiste, les questions de peine, tout ce qui concerne la loi. Les gens n'ont pas l'information, ou certains ont même des informations erronées. D'autres, c'est le fait que certaines familles aussi vivent dans la pauvreté. Parce que le plus souvent, les filles qui sont victimes, quand on revoit leur profil, ce sont des filles qui sont issues des familles vraiment pauvres, où il y a manque de ressources pour vraiment assurer les besoins de l'enfant. Également, il y a la banalisation même de certains faits. Par exemple, les abus sexuels qui débouchent sur, ou bien les grossesses précoces. Quand c'est une grossesse précoce, les gens ne voient pas ce que ça va impliquer chez la fille. Pendant 9 mois, comment elle va souffrir. On pense, ils banalisent. Il y a cette banalisation-là également. Donc, il y a l'ignorance sur beaucoup de plans, comme je l'ai dit, sur même la question de violence. Il y a la question d'éducation familiale et parentale. Il n'y a pas les moments de discussion. Par exemple, la jeune fille qui est en train de rentrer dans son adolescence, les parents n'ont pas un moment pour pouvoir échanger avec cette fille-là, voir quelles sont les difficultés que tu rencontres. Tu as été à l'école, maintenant que tu commences à grandir, est-ce que tu as des préoccupations? Comment se gère ta menstruation? Comment se gèrent tes relations avec les garçons, etc. Il n'y a pas de discussion comme ça. Et c'est quand le problème arrive que, ils sont en train de discuter. Ce qui n'est pas, on pouvait prévenir ça. Il y a c'est pas de discussion dans le cadre familial sur ces cas. Alors, merci. Alors, maître, quelles sont souvent les raisons qui amènent à ces violences sexuelles et sexistes sur les mineurs? Oui, comme M. Larrey l'a dit, hormis l'hypothèse des prédateurs sexuels qui n'ont pas de raison valable, parce que là, excusez-moi, c'est des malades. Pour un plaisir sale, c'est des malades mentaux. Mais généralement, c'est la situation de nos pays et de nos milieux ruraux qui entraînent cela. Parce que vous voyez, quand des parents démissionnent, qu'est-ce qui est le mieux pour eux de faire? C'est de pousser leur fille entre les bras d'un homme pour que celui-ci puisse prendre en charge les besoins de l'enfant, la scolarité de l'enfant, etc. Parfois aussi, comme il a dit, c'est le manque d'information. Les enfants ne sont pas informés, les enfants ne connaissent même pas leur propre cycle. Je parle là etc. Les enfants ne connaissent pas leur propre cycle. Les parents n'ont pas de discussion préalable sur la sexualité parce qu'en Afrique, la sexualité étant un tabou, on n'en parle jamais à la maison. Et quand l'enfant veut évoquer, on dit que l'enfant là, il est gâté. Ouais. Donc l'enfant, ne connaissant pas la sexualité à la maison parce qu'il n'y a pas de discussion, la découvre à l'extérieur. Et cette découverte est généralement mal faite. Et c'est ça qui entraîne tous ces problèmes. Et il y a la pauvreté aussi, la question de la pauvreté aussi à la base, parce qu'il ne faut pas l'ignorer ou faire semblant de l'ignorer. Vous savez, quand les parents n'ont pas les moyens, tout le monde fait semblant de ne rien voir. Alors qu'on voit ce qui se passe, on pouvait arrêter à temps, mais on fait semblant de ne rien voir. Et même parfois, quand on essaie aussi d'intervenir, la jeune fille qui a peut-être 14-15 ans, qui est à l'âge de la puberté, vous connaissez généralement nos réactions quand on atteint la puberté. Et voyant que les parents démissionnaient, la jeune fille n'écoute personne. Et généralement, elle tombe entre les bras des prédateurs sexuels ou bien même entre ses propres camarades. Et là, on ne peut même pas parler du viol parce que la différence d'âge, il faut minimum 5 ans. Et on ne peut même pas parler de viol. Et là, c'est encore triste lorsque vous voyez peut-être que c'est entre 2 élèves que ça se passe. 2 élèves, voilà, qui sont tous mineurs ou peut-être l'un légèrement... Il sort de la minorité et la fille qui est mineure, mais ceux-là, comment est-ce qu'ils vont gérer la grossesse? Comment est-ce qu'ils vont gérer la suite? Ce n'est pas un choix qui est fait, c'est de l'amusement pour eux et cet amusement conduit à des conséquences graves. Donc c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui sensibiliser. Il faut aujourd'hui, surtout dans nos milieux ruraux, expliquer. Parce que déjà dans ces milieux-là, à 12 ans, à 14 ans, les enfants ont tendance à croire qu'ils sont déjà majeurs. D'ailleurs, c'est le conditionnement social.
Et pire, parfois même, Monsieur Larry l'a dit, entre-temps, vous voyez dans certains milieux, à peine l'enfant commence par grandir, des gens viennent, donnent une chèvre, donnent 2 coqs, disent que c'est ma femme, alors l'enfant n'est pas encore âgé. À 14 ans, on pousse la petite entre ses bras, que c'est son mari. J'en ai connu dans ma famille, j'ai géré un cas comme ça, qui est même arrivé, la fille a été opérée, j'ai dû payer les frais moi par moi-même, parce que son papa au village, là, on voyait entre les bras d'un homme allumé qui franchement n'était pas ça. La fille n'avait que 14 ans, nous on ne savait pas, on était ici. C'est parce que quand le problème s'est posé, il fallait opérer, qu'on a appris. Mais on était des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire on intervenait après que le mal soit fait. Mais aujourd'hui, il y a une fille qui est née de cette situation-là. Les deux ne sont même plus ensemble parce que la petite n'a jamais consenti à ça. C'est son papa seul qui a pris la décision de la donner en mariage à un farfelu. Après avoir pris de petits cadeaux. Hein. Après avoir pris de petits cadeaux, naturellement. Et donc, généralement, c'est ça. Et finalement, il dit non, qu'il ne savait pas. Mais c'est ça le problème de nos milieux sociaux, de nos milieux ruraux. Parfois, il y a la pauvreté dedans. Et généralement, il y a la pauvreté à la base. Ensuite, il y a le manque d'information, le manque de sensibilisation et le manque d'éducation aussi. Ça. Parce que des parents éduqués ne vont jamais accepter faire ça à leur enfant. Surtout. Merci. Alors, Monsieur Porporti, vous avez certaines raisons encore à ajouter, ou certaines causes à encore ajouter à ce phénomène de violence faite aux filles, violence sexuelle, bien sûr. Oui, en tout cas, il n'y a pas d'autre raison à part la pauvreté qui mine ces milieux-là. Et c'est justement cette pauvreté-là qui amène les parents à, excusez-moi le terme, mais à livrer leurs filles à des hommes qu'ils voient comme des personnes ressources, entre guillemets, qui peuvent subvenir aux besoins de leur famille. Vie. Puisque entre-temps, ils ont démissionné de leur travail. Donc, un homme qui vient se proposer pour dire qu'il entend aider cette fille pour la scolariser, etc., est vu comme, c'est pas un sauveur, voilà. Et justement, pour remercier ce monsieur-là, les parents poussent la jeune fille dans les bras de ce monsieur. Donc, il faut au préalable combattre la pauvreté, également sensibiliser les parents et les enfants pour qu'à la longue, on puisse éviter ce genre de situation. C'est cela. Merci. Monsieur Larry, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Vous savez, les jeunes filles, elles sont sexuellement actives et souvent dans leur portable, c'est des films pornographiques. Et vous savez, quand on regarde ces films, à un moment donné au niveau psychologique, elles cèdent facilement. Et certains hommes sont comme ça pour avoir leur proie. C'est peut-être un cadeau de Android avec un film pornographique dedans. Le tour est joué. C'est des choses comme ça que nous voyons surtout en milieu scolaire. C'est des cas. Et les parents doivent être vraiment vigilants, être à l'écoute de leurs enfants, voir comment ils passent leur journée, etc. Voilà, et donc le mot est lancé aujourd'hui. Il faut véritablement aller dans l'optique de prohiber surtout la pauvreté dans nos milieux, en encourageant l'entrepreneuriat, une autre forme d'éducation et autres, pour éviter à ce que le petit commerçant du quartier ne devienne le sponsor de la famille et par ricochet prenne une fille à la place, une mineure bien sûr à la place, et les conséquences sont désastreuses. Monsieur Larry. Effectivement, les conséquences sont désastreuses. D'abord, une mineure qui tombe enceinte. D'abord, son école est arrêtée. Si elle est en apprentissage, elle ne peut plus continuer. Et puis, déjà, morphologiquement, elle n'est pas prête pour avoir une grossesse. Et cette grossesse comporte beaucoup de risques. Soit elle va traîner cette grossesse et l'enfant qui va naître aura un handicap, ne sera pas bien portant. Ou bien elle-même, sa santé serait mise en cause. Ensuite, déjà, elle constituera une charge pour la famille. Et cette famille ne peut jamais évoluer. Si elle était pauvre, elle serait de plus en plus pauvre. Et également, ces genres de filles, les auteurs n'acceptent pas souvent qu'ils sont auteurs. Ça veut dire que l'enfant qui va naître serait un enfant qui ne va pas connaître son père. Mais tout ceci se reposera sur la fille. Donc, il y a beaucoup de
beaucoup de conséquences et aussi la perception même que les autres membres de la communauté ont de cette fille. On a l'impression que vraiment c'est une fille qui ne vaut rien et n'a pas une bonne vie. Au lieu de comprendre sa situation, on l'accuse plutôt, elle l'enfonce, elle ne va jamais s'en sortir. C'est cela. Alors, Maître Ekanlok, les retombées de cet état de choses sont vraiment drastiques pour la société. Oui, vraiment drastique pour la société, dans la mesure où vous avez des enfants qui naissent parfois de ces conditions-là, où même l'auteur n'accepte pas être l'auteur de la grossesse, et donc l'enfant vient, entre guillemets, tout le monde l'insulte, le traite de bâtard. La maman est fragilisée psychologiquement parce que la société la voit comme une fille de mœurs légères. Les grands-parents eux-mêmes sont fragilisés parce qu'on les voit comme des incapables qui n'ont pas pu pourvoir correctement l'éducation de leur enfant. Et dans toutes ces conditions-là, l'enfant qui grandit et finalement parfois devient aussi un cas social. Et un cas social, quand j'en dis, ça devient peut-être des petits voyous du quartier, des petits voleurs du quartier, et c'est petit à petit que cet enfant aussi peut-être un jour deviendra voleur ou deviendra un assassin ou un tueur à gages. Donc nous avons tout intérêt, je parle de l'État, je parle de nous tous, nous avons tous intérêt à ce que ces phénomènes-là soient éradiqués de nos milieux. Ailleurs, les gens l'ont fait, les gens ont réussi. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire qu'il y a des grossesses précoces en milieu scolaire en Europe, non, il n'y en a pas. Et bon, il peut y en avoir, mais ce n'est pas leur pain quotidien comme chez nous. Pas au rythme de chez nous. Donc ce qui veut dire que nous aussi, nous pouvons faire les mêmes efforts pour éradiquer ces genres de phénomènes afin que notre société se porte mieux. Voilà une belle comparaison. Nous avons pratiquement les mêmes éducations. Eh bien, nos systèmes d'éducation sont imprimés à l'image de l'Occident, mais généralement, nous avons des à côté qui ne ressemblent à rien, des à côté de l'Occident. Cela est dû à quoi? C'est notre réalité, tout simplement? Oui, il faut dire que c'est notre réalité parce que c'est vrai que pour la plupart des choses, nous nous inspirons de ce qui se fait en Occident, etc., etc. Mais s'il y a une structure qui n'a pas été influencée par l'Occident, c'est la famille. Et en Afrique, nous avons une certaine conception de la famille que n'ont pas forcément les Occidentaux. Ce qui fait que nous avons une éducation qui est propre à nous, Africains, et donc on ne peut pas en aucun moment s'inspirer de ce qui se fait en Occident par rapport à la famille. Alors aujourd'hui, pour éviter les retombées graves, il faut aller au-delà de ce qui se fait déjà. Voilà, il faut aller au-delà de ce qui se fait déjà, revoir l'éducation à la base, puisque tout tourne véritablement autour de l'éducation. Dès lors que les enfants sont bien éduqués, parce que les parents avaient été déjà bien éduqués, c'est quand même une partie, c'est quand même un aspect qui permettra d'éradiquer à la longue ce fléau-là. Merci beaucoup. Alors, M. Larrey, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui la fin de ce projet? Et la fin de ce projet, en termes de durée, c'est vrai que c'est trop court. On aurait aimé que ce soit au-delà de 5 mois et pour qu'on puisse travailler parce que le projet a donné beaucoup d'impact. D'abord, pourquoi avoir choisi les 4 villages de Vaud et des lacs essentiellement? Pourquoi pas ailleurs? En fait, le problème est plus récurrent dans ces villages d'après les études que nous avons menées. Mais au niveau national, c'est endémique. Et c'est pourquoi d'ailleurs d'autres villages environnants sont venus solliciter que le projet vienne dans leur localité. Mais le projet étant limité dans le temps et aussi dans les ressources, par ces ressources, nous sommes tenus comme ça. Mais nous en appelons à toute bonne volonté qui voudrait accompagner l'ONG Sud à pouvoir continuer vraiment dans la prévention de ces violences sexuelles et sexistes dans d'autres localités dans ces zones-là. Et nous sommes disposés à pouvoir le faire et accompagner ces filles pour qu'elles s'en sortent. Et maintenant, en termes d'action de prévention, c'est toujours d'encourager l'éducation familiale et parentale, les discussions au sein des familles sur la sexualité. Et il ne faut pas que les parents étouffent les enfants, qu'ils comprennent comment ça se passe la journée de leurs enfants. Et que la parole se libère. Se libèrent, comprennent comment leurs enfants passent leur journée. Quelles sont les implications quand la fille commence par grandir, comment elle doit comprendre comment fonctionne son corps, etc. Il faut que ces discussions se fassent. Elles ont des possibilités de solliciter
les compétences de l'action sociale des ONG comme Sud et autres pour pouvoir les accompagner. Ils ont aussi au sein des communautés les commissions de protection de l'enfant et les chefs qui sont formés par rapport à la protection de l'enfance, de ne pas hésiter à les solliciter en cas de besoin. Et, maître, est-ce que vous avez fait une belle expérience d'avoir conduit ce projet qui arrive pratiquement à terme? Oui, ça a été une belle expérience parce que ça m'a permis en réalité de découvrir ce qui se passe dans notre pays. Ça y est, au fond, parce que nous sommes à Lomé et c'est pas tous les jours que nous voyons ça, même si il en existe à Lomé également. Mais dans ces milieux ruraux, véritablement, c'est un fléau. Et ce fléau doit être éradiqué comme tous les autres fléaux contre lesquels l'État se bat et la société entière se bat. Alors aujourd'hui, au niveau de la prise en charge, il y a certaines prises en charge qui sont toujours en cours, hein, ou c'est fini, tout est fini au niveau juridique comme... Bon, il y a certaines qui sont en cours. Il y a certaines prises en charge qui sont en cours. Et déjà, les cas contractuellement sont déjà épuisés, mais il y a des nouveaux cas que les commissions de protection, quand ils ont de ces cas, ils n'arrivent pas à gérer, ils nous appellent. Et quand nous, on a de ces cas-là, automatiquement, on leur réfère. Donc, il y a des nouveaux cas sûrement qui vont sortir, qui vont apparaître et on va les solliciter. Voilà. Même avant d'entrer en studio tout à l'heure, on discutait d'un cas où il y a eu un rebondissement. Donc, il m'en parlait. J'ai dit, OK, on verra à la fin de l'émission qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de régler ce problème. Donc, c'est pour dire que la prise en charge, quoi qu'on dise, va continuer. Même si les partenaires n'envoient pas de l'argent, nous avons quelque part une mission d'aider aussi notre pays à se développer. Donc, tant que ces cas sont signalés, on est là bien volontiers à accompagner. Voilà. Et votre mot maintenant à l'égard des États, hein, pour véritablement militer dans le sens de cette lutte de protection de l'enfant. Oui, moi je remercie d'abord l'État, je parle de l'État togolais, pour tous les efforts qui ont été faits, principalement le ministère de l'action sociale, de la protection sociale, etc. Là. Je les apprécie beaucoup pour tout ce qu'ils font, mais je leur demande d'en faire plus, parce que c'est peu. Sur le terrain, véritablement, c'est peu. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 6 à 7 millions d'habitants au Togo. C'est peu. Il faut faire plus pour que d'ici 2030, on puisse aussi arriver à un niveau où ces phénomènes ne soient plus récurrents dans le pays. Et j'appelle également les associations, les ONG qui sont dans le domaine comme Terre des Hommes, BICE, etc., à s'investir davantage. S'investir davantage parce que c'est eux qui sont en réalité les hommes de terrain, c'est eux qui vont plus sur le terrain, qui découvrent ces cas-là et qui généralement saisissent la justice. Je les félicite pour tout le travail qu'ils ont déjà abattu et je les encourage à continuer comme ça. Et j'appelle aussi d'autres confrères qui défendent les droits de l'homme de se joindre à nous dans ce combat pour qu'on puisse éradiquer ce phénomène dans notre pays et dans tous les cas sur le continent africain. Il faut que nos chefs d'État, il faut que nos gouvernements prennent leurs responsabilités, qu'ils mettent la main à la pâte parce qu'il n'y a pas d'avenir sans jeunesse. Aujourd'hui, les Occidentaux, ils en payent le prix, ils savent ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de relève qui est assurée. Nous en avons, donc il ne faut pas détruire cette jeunesse-là. Il faut la permettre de grandir, de se développer pour pouvoir prendre le relais demain. C'est ça. Merci. Alors, monsieur Pampoti, si vous avez demandé de revivre encore ce projet de 5 mois, que direz-vous? Ok, merci. Je dirais que c'est une bonne initiative puisque, tel que M. Larrey et M. Canloc l'ont dit, il y a toujours une prise en charge qui va continuer parce que le projet était limité dans le temps, ce qui fait que vers la fin du projet, il y a des cas qui se signalent encore. Voilà, ouais. Donc il faudrait toujours accompagner ces jeunes filles-là pour pouvoir les sensibiliser, réprimer les auteurs de ces violences sexuelles et sexistes et les accompagner pour comprendre. Merci. Un dernier tour de table. Monsieur Larrey, votre mot de la fin. Quelques secondes là. Je voudrais sincèrement remercier votre chaîne de nous avoir permis de venir changer sur ce thème capital que sont les violences sexuelles. Je voudrais remercier spécialement notre bailleur de fonds,
le FSIL, le Fonds canadien d'initiative locale, grâce à qui les ressources ont permis vraiment de mettre en œuvre ce projet et qui a aujourd'hui eu un impact au niveau des communautés cibles. Et je voudrais également remercier tous nos partenaires communautaires et institutionnels des préfectures des Lacs et de Vaud pour avoir accompagné ce projet jusqu'à terme. Et nous sommes là avec les parents et les bénéficiaires. Nous allons rester à leur côté et ensemble nous verrons ce que nous pouvons encore faire. Merci, monsieur Larré Laconam. C'est bien ça, hein? Très bien, vous êtes le coordonnateur de l'ONG Survie et Développement Suite. Et vous avez donc piloté ce projet de participation communautaire dans la prévention des violences sexuelles et sexistes dans 4 villages dans les préfectures de Vaud et des Lacs à travers donc des dispositifs communautaires. Ce projet a été donc financé par le Fonds canadien d'initiative locale. Merci d'avoir été des nôtres à cette antenne. Maître, votre mot de la fin. Juste un merci à votre chaîne Emirem TV ainsi qu'à tous ces téléspectateurs pour nous avoir suivis. Merci. Et je crois qu'ils sont éclairés. Et s'il y a des questions, ils peuvent toujours revenir vers vous. Naturellement. Merci. Nous aurons le temps de vous avoir encore, le plaisir de vous avoir encore à ce plateau pour échanger sur des questions sociétales, sur des questions juridiques. Eh bien, monsieur Porporti Alex, votre mot de la fin. Ok, juste vous remercier de nous avoir accordé votre plateau pour informer les téléspectateurs sur ce qui se passe relativement aux violations des droits des enfants. Je vous remercie. Merci. Je rappelle, vous êtes juriste, collaborateur de Maître Canlock. C'est fini pour ce numéro, mesdames et messieurs. Coin social, restez toujours avec nous sur Emirem TV. À très bientôt. Merci, chers invités. Merci.